Bonjour, c'est la 24e édition de la revue de la semaine. Et ce n'est pas rien, nous avons eu plus de 20 millions de vues sur les vidéos qui sont présentes sur ma chaîne YouTube. On peut donc dire que la contribution de ce canal d'information aura été décisive dans la conduite de la campagne que je mène, ça c'est clair. Donc vous y avez eu une part tout à fait essentielle. Bon, je viens sur les sujets qui m'importent, mais avant, le générique. Je commence par le crime qu'a été l'attaque au gaz en Syrie. Je voudrais dire de la manière la plus claire qui soit, et je vous demande de bien le noter. Qui que ce soit qui ait commis ce crime, il doit être châtié. Les crimes de guerre sont imprescriptibles. Et c'en est un. J'ai bien dit qui que ce soit, c'est-à-dire, pour être précis, le gouvernement de Bachar el-Assad, les Russes, les Américains, Daesh, Al-Nosra, les Turcs, les Iraniens, Qatar, Arabie Saoudite, qui que ce soit qui participe à l'actuel combat, qui a utilisé ce moyen d'action, doit être châtié. Pour nous, les Français, c'est très important de combattre d'une manière implacable les guerres aux armes chimiques. Parce que c'est à notre initiative, en 1993, qu'a été conclue une convention internationale qui interdit le recours à ces armes. Tout le monde n'a pas signé cette convention, en particulier dans la région. Ni l'Égypte ni Israël n'ont renoncé à l'usage des armes chimiques, et jusqu'à il y a peu, la Syrie non plus, avant qu'elle soit obligée de détruire toutes ces armes chimiques sous contrôle international, ce qui a été fait il y a maintenant 1 an. Et d'autres pays qui s'étaient engagés à les détruire n'ont pas fini de le faire 20 ans après. C'est le cas des États-Unis d'Amérique. Pour nous, les Français, qui avons le souvenir terrifiant dans notre histoire de l'usage des gaz dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, nous savons ce que c'est que ces armes-là et ce qu'elles peuvent faire aux populations qui en subissent l'usage. Par conséquent, nous devons être aux avant-postes pour condamner l'usage de ces armes. Naturellement, je le répète, qui que ce soit qui les utilise. Un certain nombre de protagonistes du combat désignent M. Bachar el-Assad comme le coupable de ce crime. Si c'est le cas, il est clair qu'il doit être châtié, et que ceux qui ont participé à la commission de ce crime doivent être eux aussi punis. En tout cas, s'il l'a réellement fait, c'est d'une stupidité absolument inouïe. Car on peut dire que pour l'essentiel, les troupes du gouvernement de M. Bachar el-Assad et les Russes, alliés aux Kurdes, avaient repris le terrain. À Daesh, Al-Nosra et les autres bandes armées islamistes. Par conséquent, relancer par un crime aussi abominable la guerre est totalement stupide. D'autant que cela donne évidemment tout d'un coup une occasion aux États-Unis d'Amérique à nouveau de changer de position sur l'aile. Comme vous le savez, il y a 8 jours de cela, ils avaient accepté l'idée que la conférence internationale qui débat actuellement négocie l'organisation d'élections et que ce soit aux Syriens de décider ce qu'ils feront de leur actuel titulaire du pouvoir, M. Bachar el-Assad, et de la suite. On peut dire qu'on avait fait un grand progrès. Ce crime bloque tout ça et relance, puisque les États-Unis d'Amérique menacent d'une intervention unilatérale. Bon. Tout cela, j'en suis sûr, vous donne à réfléchir. Et à moi aussi. Je m'en tiens à l'essentiel. Nous, les Français, nous n'acceptons pas le recours aux armes chimiques. Qui que ce soit qui les utilise, nous en demandons la condamnation de celui qui prend la décision et de ceux qui sont complices de la commission du crime, quel qu'il soit. Je pense qu'il est temps que tout ça se calme, parce qu'on voit bien que c'est une montée en tension vers la guerre qui se dessine. On pensait avoir atteint un stade permettant d'entrevoir une solution pacifique, et c'est le contraire qui s'annonce de nouveau. Nous, les Français, nous avons été engagés inconsidérément en Irak, et nous avons menacé
par la voix de notre gouvernement, les Syriens de toutes sortes d'interventions unilatérales qui, pour finir, n'ont pas eu lieu, mais qui nous ont impliqués, qu'on le veuille ou non, même si nous n'avons bombardé personne dans ce secteur. Pendant ce temps, la guerre fait rage à Mossoul et elle continue au Yémen. Et permettez-moi de vous dire que c'est à peu près du même niveau de sauvagerie que ce qui s'est passé dans la bataille d'Alep. Voilà. Des millions de gens aujourd'hui souffrent le martyre. Et c'est vers eux que notre pensée doit se tourner. Maintenant, je veux parler du chantier naval de Saint-Nazaire qui s'appelle actuellement STX, après avoir porté bien d'autres noms. Vous vous souvenez de l'affaire? En tout cas, moi, ça fait 3 ans que je la suis de très près. Une partie de la propriété de ce chantier naval était le fait d'une entreprise coréenne. Celle-ci est tombée en faillite et dorénavant, elle a été mise en liquidation judiciaire, en vente, quoi, pour qui en voudrait. Le gouvernement sait tout ça depuis 3 ans. Et comme d'habitude, ils n'ont rien fait. Si bien qu'à la fin, cette entreprise, dont l'État est actionnaire, dont la DCNS est en partie actionnaire, se trouve mise en vente et qu'un chantier italien se propose de l'acheter. Alors évidemment, les Italiens sont des Européens et par-dessus le marché, des amis très proches de la France. Mais enfin là, il ne s'agit pas d'amitié, il s'agit de capital et d'intérêt. Les Français ne peuvent pas admettre que ce chantier naval soit vendu dans des conditions où nous en perdrions le contrôle. Cet Italien a d'autres chantiers, d'abord les siens, et puis il en a d'autres en Chine. Si bien que l'énorme carnet de commandes de STX rempli jusqu'au bord pourrait se voir dépouillé d'une partie de la réalisation du carnet de commandes. Tout le monde comprend ça, à part le gouvernement. Ou à moins que ce gouvernement ait décidé que ça lui est indifférent que la vente de ce chantier. Ou encore que des arrangements divers permettent, en échange du fait qu'on permet à des Italiens d'acheter le chantier naval, on permet à des Français d'acheter je ne sais quoi en Italie. Vous savez que ce genre de question est soulevée. C'est une vision où il n'y a pas d'intérêt à la production ici et là. Hein. C'est le capital, l'Europe, le blabla, tout ça, quoi. Tout le monde est chez tout le monde et vice-versa. Non, ce n'est pas mon avis. Non seulement parce que cette fois-ci, ils ne peuvent pas mettre en cause les 35 heures, ils ne peuvent pas mettre en cause la qualité du travail fourni, ils ne peuvent pas mettre en cause l'équilibre financier de l'entreprise. Je veux dire, toutes les raisons qui d'habitude sont jetées à la figure des travailleurs et des entreprises pour les démembrer et les vendre, cette fois-ci, aucune ne s'applique au cas particulier de STX qui est en vente pour l'unique raison que le Coréen est lui en faillite. Voilà, c'est l'unique raison. Alors ce chantier, il a un immense intérêt pour nous. D'abord parce que ce sont des centaines de métiers qui sont mis en œuvre dans la construction des paquebots, vous ne le savez peut-être pas, mais c'est beaucoup de seconde œuvre, hein. Vous savez, la carcasse c'est rien là-dedans, enfin c'est rien, ça compte, hein. Mais c'est tout le second œuvre, ce sont des dizaines de métiers, depuis les designers jusqu'aux soudeurs, aux parquetiers, aux peintres, aux électriciens, aux électroniciens, enfin dans un bateau, il y a tout ça aujourd'hui, hein. Faut pas croire qu'il y a juste une coque et des rames ou un moteur. Bon. Et puis surtout, le chantier, il contient une forme, on appelle ça comme ça. C'est un endroit où vous construisez un bateau, ça s'appelle une forme. Et c'est pas rien, et c'est la plus grande forme dont on dispose. Elle fait, je crois, 90 mètres de long. Pour vous donner un exemple, si vous voulez faire un navire, par exemple, militaire, ben, c'est là qu'il faut le faire. Il n'y a que cet endroit-là où on peut le faire. Notamment, je ne sais pas, si quelqu'un, à l'avenir, décidait de faire un porte-avions, ce qui n'est peut-être pas la meilleure idée du monde, ou les vedettes, dont là, par contre, on a beaucoup besoin, nous, les Français, pour protéger le territoire maritime dont nous sommes les responsables aujourd'hui, qui est le deuxième territoire du monde, ben, c'est là que ça se construit. Par conséquent, le chantier naval nous concerne très directement. Nous sommes très directement intéressés. Et racheter ça, c'est rien. C'est une petite somme de rien du tout. Si vous pensez qu'à la somme qu'a coûté à l'État le rachat de 18% de PSA, il faut quand même se souvenir de tout ça. Donc, je suis partisan de la nationalisation de cette part des actions qui sont aujourd'hui mises en vente. L'État français doit décider de l'acheter et le confier, évidemment, à quelqu'un. Ça pourrait être la DCNS, puisque c'est une des dernières grandes entreprises nationalisées dont on dispose pour les questions militaires et marines. Hein, voilà.
Donc en tout cas, nationalisation. Je ne suis pas d'accord pour qu'on prenne le risque de donner ce chantier, fût-ce à des Italiens, la nationalité n'a rien à voir là-dedans. Hein. Après on connaît la suite, le carnet de commandes est dépouillé, les bureaux d'études changent de pays, et à voir, c'est fini, il n'y a plus rien derrière. Je vous rappelle que c'est comme ça qu'un par an, ils ont fermé tous les chantiers navals qu'il y a sur la façade atlantique. Je vous dis un mot de la campagne, pas vous raconter la campagne, vous la suivez si elle vous intéresse. Mais vous vous souvenez quand on a fait le meeting à Rennes, qui a été un énorme succès, autant de gens dans la salle que dehors. C'était un peu imprévu, il faut bien le dire. Hein. Mais il y a eu beaucoup d'activités autour pour préparer. J'espère que vous ne figurez pas que ça vient comme ça sur un claquement de doigts. Hein. Les gens se mobilisent, il y a des gens qui se mettent au travail de tous les côtés, les infos qui se passent, les coups de téléphone, enfin entre insoumis, volontaires, et puis les gens qui en entendent parler. Et ils disent tiens, je vais aller voir, ou bien tiens, oui, je vais marquer ma solidarité, parce que vous savez bien qu'une bonne partie des gens qui viennent là viennent aussi pour nous faire une démonstration de force, parce qu'ils savent très bien que c'est important, et que ça porte la campagne. Et là, dans la préparation, on a subi, avant le meeting de Rennes, une attaque odieuse. Je ne parle pas des méchantes manières de la mairie, et non plus du service de sécurité de la salle, qui ont été détestables l'un et l'autre. Non, ça, bon, je veux dire, c'est des choses qui sont dans l'ordre des sectaires. Hein. Bon, ils sont sectaires, qu'est-ce qu'on n'y peut, rien. Non, mais une autre chose qui nous a vraiment choqué, c'est un de nos amis qui militait pour préparer ce meeting, et voilà que chez lui, on a mis le feu à sa caravane et détruit sa voiture. Alors, le feu à la caravane, je préviens ceux qui l'ont fait, hein, c'est un crime. Donc il ne faut pas qu'ils croient qu'on met le feu et après on passe à une autre plaisanterie, c'est pas une plaisanterie. Donc les criminels seront poursuivis, et je suis sûr que le préfet, les gendarmes, la police vont mettre toute leur énergie pour retrouver, parce que quand même il n'y a pas de raison qu'on mette le feu comme ça à des caravanes pour des raisons politiques sans que les plus hautes autorités s'en soucient. Hein. On s'est bien compris les gens. Hein. Le préfet, les chefs de la gendarmerie, maintenant il faut trouver les coupables. Parce que si on commence à accepter dans ce pays ce genre de méthode, bientôt on ne pourra plus faire campagne, hein, ou alors on le fera dans la trouille. Et ça, c'est pas bon dans une démocratie. Bon, là-dessus, figurez-vous que notre ami, bon, il n'est pas millionnaire, lui. Alors, bon, spontanément, lui, il ne demandait rien, hein, s'est organisé une grande campagne, enfin une campagne, et des sous ont été récoltés qui lui ont permis de racheter une voiture. Et je voulais dire à tous ceux qui m'écoutent que je suis très sensible au fait que vous ayez décidé d'être solidaire de cette façon, et je vous dis bravo. Ensuite, on a eu le meeting de Châteauroux, vous en avez peut-être entendu parler, alors là, c'est l'événement, je crois qu'il n'y a pas eu de meeting comme ça depuis 30 ans, 40 ans, enfin personne ne se souvient d'avoir vu un rassemblement pareil, parce que toute la salle était pleine jusqu'au plafond, puis j'aime mieux vous dire, c'est pas facile, parce qu'il n'y a pas de trottoir pour y arriver, on n'y arrive que par la route, hein, à cet endroit dans Châteauroux. Et donc, on a été vraiment, pour recharger à bloc en énergie par ce meeting. Et voici qu'approche pour dimanche un événement alors de première grandeur, parce qu'on arrive dans le couloir des derniers grands rassemblements de la campagne. Donc vous me comprenez, ce sont des rassemblements. C'est un peu de même nature que ce qu'on a fait à Paris le 18 mars. Hein. C'est-à-dire on se rassemble en force, en nombre, bon, même si tout le monde ne peut pas être au pied de la tribune, d'ailleurs quel intérêt ça a d'être au pied de la tribune, mais on fait une démonstration de force politique, mais pas une démonstration de force politique, pas pour démontrer je ne sais pas quoi, pour viser un but. Le but c'est de montrer qu'il y a une masse de gens politiquement mobilisés pour la 6ème République, pour un programme, comme quand vous faites une pétition ou une marche, ou une manifestation, que sais-je encore, sur des objectifs syndicaux, hein, ou autres, c'est de même nature. Donc il faut en parler, pas seulement comme des meetings au sens traditionnel hein, du terme, mais comme des rassemblements ou des marches. Bon là, on va pas marcher, on est dans le Vieux-Port, vous allez voir ça, ça va être magnifique, parce que on a obtenu l'autorisation d'être sur le Vieux-Port, avec d'un côté, de l'autre, et puis en bout de la Canebière. Hein, ça va être superbe, c'est vraiment l'événement auquel tous les nôtres vont avoir plaisir à participer. Après il y aura Lille, et après il y aura Toulouse. Bon, et le reste, vous le verrez bien, ça sera la semaine d'après. Donc ça, ce sont des grands événements. Mais il ne faut pas que vous pensiez que
tout se résume à ces grands événements. Non, il y a des dizaines, des centaines de choses qui se font. D'abord, des tas de choses, je ne sais même pas qu'elles existent, ou des fois on m'envoie une photo, alors j'apprends que ceux-ci ont fait une petite marche dans un coin, les autres sont allés dans un quartier, que sais-je encore. Des tas d'idées magnifiques que les gens ont. Mais depuis la campagne, on organise plusieurs choses. La première, ce sont des caravanes, comme on l'avait annoncé, hein, vous le savez, comme on l'a fait déjà cet été, qui vont repasser, il y a 100 escales, dans les quartiers populaires. Mais on ne passe pas 3 coups de klaxon de tract, hein. Ce sont des présences pendant une journée ou une après-midi entière de personnes qui se sont engagées. Et ça, je voulais vous le dire, c'est qu'il y a 3000 personnes qui se sont inscrites pour consacrer tout leur temps, dans les 15 derniers jours, dans la dernière semaine, à militer pour la campagne. Hein. Et ça, c'est très important, parce que c'est une véritable armée. Des gens toutes sortes de métiers, toutes sortes d'activités, qui sont en emploi ou au chômage, mais qui savent des tas de choses, et qui sont capables de repérer, de discuter, de parler avec les gens en partant de choses qu'ils ont en commun. Hein. C'est donc pas de la politique qui arrive comme ça, tchouf depuis le haut, sur la tête des gens, d'une manière un peu aveugle, comme des fois ça arrive qu'on le fasse. Alors il y a ça. Il y a une autre campagne qui me paraît très importante, ça s'appelle le Mélenphone. C'est mes amis qui ont trouvé ça, bon, alors, pourquoi pas Mélenphone, hein. Va pour le Mélenphone. Vous allez sur la plateforme jlm2017.fr et vous allez voir comment ça marche. C'est-à-dire que c'est un système où chacun prend l'initiative de passer des coups de téléphone à des personnes dans un secteur particulier qui est visé. Bon, je vous dis la vérité, on va là où il y a sur la carte de France, là où il y a les plus gros niveaux d'abstention. C'est là qu'on va téléphoner pour dire aux gens, écoutez, laissez pas passer votre tour, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui va se passer si jamais vous laissez passer un de ces marioles, là, vous vous rendez compte de ce qui va vous arriver? Bon, alors les gens, non, ils ne se rendent pas vraiment compte, hein. Mais enfin, bon, pas tous, disons. Beaucoup s'en rendent compte, mais pas tous. Alors, ça va être le Mélenphone, c'est une grosse activité. Ensuite, je vous invite à bien regarder l'affaire des procurations. Si vous ne pouvez pas être là, faut vous y prendre avant, attendez pas la dernière minute. Hein. Donc on a mis au point une plateforme pour qu'on puisse vous mettre en contact des gens qui ne peuvent pas être là et des gens qui peuvent être là pour qu'ils votent à leur place. Bon, c'est très important parce que je vous rappelle que le dimanche où on vote, figurez-vous qu'une partie finit les vacances scolaires, donc soit ils sont en train de rentrer, soit ils attendent le lundi matin, donc c'est pas... Des fois, c'est pas super pratique pour aller voter, mais surtout les autres sont partis. Et les locations, c'est le samedi que ça commence. Hein. Donc, moi, je n'aime pas cette incitation à l'abstention, qui est ce calendrier ridicule où se superpose le vote et puis les vacances scolaires. Encore une chose pour terminer sur ce sujet, vous savez que France 2 a fini par renoncer à organiser le débat qu'ils avaient prévu. Et alors, comme c'est moi qui ai lancé l'alerte, alors quelques-uns me désignent moi comme le responsable. Là, il ne faudrait pas se tromper, là. Moi, j'ai pas dit que j'étais contre le débat, ou que je voulais pas débattre, là. Enfin, je l'ai dit en toutes lettres, je vous le répète, alors je le répète devant vous. Je n'ai jamais dit qu'il fallait pas débattre. J'ai dit qu'il y avait une limite. Pour moi, c'était le 17. Pourquoi? Parce qu'on a un calendrier, les amis. On n'est pas à la disposition d'une chaîne de télé qui a décidé de faire du buzz et de s'approprier toute la campagne en vous organisant un débat comme celui qu'on a déjà fait l'autre soir, 24 heures avant la clôture de la campagne. Parce que le débat en question, il est prévu pour le jeudi. Et la campagne, légalement, elle s'arrête vendredi à minuit. Ça veut dire que s'il y a un problème dans le dernier débat, si quelqu'un lance je ne sais pas quelle boule puante, ou s'il y a un dérapage quelconque, hein, eh ben, il faut d'abord que les surhommes qu'on est, les surfemmes qu'on est, sur le champ et le lendemain matin, sans bien sûr avoir dormi une heure, hein, se remettent en campagne, saisissent éventuellement la justice, exigent un droit de répondre. Enfin, on les connaît, on connaît, les amis, c'est la chaîne publique, c'est ceux qui font des missions politiques avec les traquenards, les invités surprises, on les connaît, on sait que c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent pas faire un débat, bon, tout calmos, tranquillou, où chacun, c'est pas ça leur truc, hein, faut que ça saigne, faut que ça buzz, bon, donc pas question, on n'est pas de la chair à buzz. Et moi j'ai dit que j'étais pas d'accord, mais j'étais d'accord pour débattre. Alors ça pouvait être le lundi soir, pourquoi pas le lundi soir? Alors après quand on fait la réunion, alors il y en a qui sont moins courageux, hein, qui disent pas les choses. Quand tu arrives à la réunion, on dit il faudrait une autre date, pouf, personne n'a de date à proposer, ça tombe bien, hein, on en propose, c'est pas la bonne.
À un moment donné, on leur a dit, ah bah tiens, on pourrait faire en même temps, France 2 pourrait faire en même temps que CNews et BFM. Ah non, ils ne voulaient pas. Et ainsi de suite. À la fin, on nous propose des choses incroyables, une espèce de face-à-face, à se faire interroger. C'est encore pire. Hein. Vous vous imaginez, on va chacun les mettre la tête dans le guet-apens, hein, avec M. Pujadas, qui est maintenant quand même... bon, vous me direz, c'est le seul qui nous rassure, parce qu'on sait qu'il est objectif, et ainsi que... Enfin bref, vous connaissez tout ça. Donc, je prie que tout le monde balaye devant sa porte et ne vienne pas mettre son chenille devant la mienne, d'accord? Bon, il y a une chose que je voudrais dire. Vous savez que on a acquis au cours de cette campagne électorale une sorte de force, hein, sur la toile, dans le numérique, à travers les réseaux sociaux. Vraiment, c'est un phénomène politique. Je demande qu'on comprenne. Ce n'est pas juste qu'il y aurait autour de moi, il y a des gens performants qui savent faire. Bien sûr qu'il y a une équipe qui est vouée à ça, mais c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est tous les gens qui sont impliqués. Et parmi ceux qui se sont impliqués, il y a le Discord insoumis. Je vous en ai déjà parlé. C'est eux qui ont inventé le mélanphone, qui ont mis tout au point. C'est eux qui ont, dans leur rang, préparé cette merveille qui est l'Avenir en commun, dont j'ai rencontré le créateur au meeting de Châteauroux. Vous savez, c'est le programme, vous pouvez aller le voir, où chaque aspect du programme est relié aux autres, où il y a une merveille, des vidéos, des photos, mais surtout une possibilité pour quelqu'un qui s'intéresse à un sujet de voir comment il est traité dans le programme et avec les livrets. C'est une merveille. Et le Discord insoumis a une présence qui est, il faut dire les choses comme elles sont, centrale maintenant dans notre campagne. Mais la chose la plus incroyable, que peut-être vous ne croirez pas, c'est que nous ne donnons aucune consigne. Donc c'est bien la preuve de ce que décrit théoriquement l'ère du peuple, mon livre L'ère du peuple. Quand il parle des gens en réseau et qui explique, c'est l'action qui crée le réseau, pas le réseau qui crée l'action. L'erreur des autres candidats, de mes concurrents, c'est qu'ils croient qu'il faut avoir 2-3 bons communicants et 4-5 personnes qu'on met à propos sur des machines pour que ça crée. Mais non, pas du tout, c'est l'inverse. Hein, c'est un peu dur à comprendre. Là, on a senti théoriquement qu'il y avait un nouveau concept qui rompt avec les anciens concepts de communication. Les anciens concepts de communication, ils sont descendants. Et nous, on a pensé qu'il y avait un concept ascendant, et qu'il y aurait les gens pour le faire. Et c'est ce qui s'est produit avec le Discord, qui est une merveille. Alors vous allez voir bientôt, cette semaine sort le jeu. Bon, on ne prétend pas que c'est une révolution, c'est un jeu. Medine, c'est beaucoup de boulot. Hein. Et puis, vous allez voir comment ils ont fait ça c'est tellement intelligent, d'abord on se marre, premièrement. Deuxièmement, il y a une formule collective, c'est-à-dire tous ceux qui jouent contribuent à remplir la caisse pour faire des conquêtes sociales. Hein. Ben, c'est génial comme idée. Voilà, je trouve ça génial. Cette inventivité, elle est la bienvenue. Et j'aime mieux vous dire que si pour finir, j'arrive au deuxième tour, et si pour finir, je suis élu, on pourra dire que ce sera aussi grâce à Discord et à ce type Discord insoumis, tous nos réseaux, tous les militants bien sûr, mais c'est avec cette méthode. Et que l'exercice ensuite du pouvoir et du gouvernement devra s'appuyer sur cette capacité d'initiative-là. Je vous rappelle que mon projet, c'est la révolution citoyenne. Mais c'est pas parce qu'elle est pacifique, démocratique, qu'elle marche à coup de bulletin de vote, que pour autant ça signifie qu'elle vient d'en haut. Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne peut fonctionner que si ce qu'a fait Discord insoumis, ce que d'autres ont fait, en créant des groupes d'appui, en se mobilisant, en participant, etc., à nouveau utilisent ces méthodes-là pour transformer notre pays. Donc vous voyez, à aucun moment on a cessé de faire de la politique pour se livrer à je ne sais quelle gesticulation communicante. Alors, moi, ça me fait sourire de les voir faire. Ils dépensent des millions, pas les nôtres, hein, les autres, des millions pour rien. Ils ont des messages de communication descendants. Regardez par exemple M. Macron, qui est un brave homme. Hein. Il écrit un livre, il appelle Révolution. Est-ce que vous avez l'impression, alors réfléchis hein, pour mettre un titre pareil, est-ce que vous avez l'impression une seconde que quelqu'un croit que cet homme va faire une révolution? Non, c'est de la com. Donc ça colle sur rien. Bon. Après, quelle est l'idée? En marche. Bon, ben, d'accord, ils marchent, mais ils vont où? Personne n'en sait rien. Puis, je pourrais prendre les autres, là je ne veux pas que M. Macron croie que je le vise particulièrement, mais regardez, Madame Le Pen, elle commence par vous sortir une affiche qui est marquée dessus, la France apaisée, vous fait l'effet de quelqu'un d'apaisé?
Vous avez vu comment elle se comporte, elle s'en prend à tout le monde, elle mord tout ce qui passe. Hein. Dans les émissions de télé, elle n'est pas apaisée pour un rond. Voilà encore une trouvaille de communicants qui lui ont dit « Ah ben il n'y a qu'à dire que tu es apaisé, comme ça tout le monde va le croire. » Ben non, et personne ne le croit, et elle-même est la première à ne pas le pratiquer. Je prends cet exemple, et juste après elle dit « Au nom du peuple ». Quoi au nom du peuple? Quoi au nom du peuple? Ben on ne saura pas. C'est au nom du peuple. Alors, non seulement elle veut faire du mal, mais au nom du peuple. Non. Bon, tout ça, c'est la vieille com. J'espère que dans cette campagne, ça va être tchouf, tout être balayé d'un coup, et qu'on va, grâce aux outils de notre époque, permettre que des choses beaucoup plus montantes se fassent le reste pas. Franchement, quand je mets sur mon affiche la force du peuple, bon, personne ne dit « Ah ben tiens, c'est curieux, c'est pas son genre ». Bah si, c'est mon genre, la force et le peuple.